Ouais. On a fait une tarte. Il y a mis du carré. Non, putain, il peut pas s'en empêcher avec ces décorations là. Ah putain. Ah non, mais ça me pète les dents ce truc. Attends, c'est un bridge là, ça m'a coûté une blinde. C'est bon? Oui, bah oui. Oh, le coup de boule. Attends. J'attends. Pour toi. T'as l'air triste. T'as pris ça où, Joël? C'est les parterres de l'immeuble. Mais non. Voyons-nous. On va à Dunkerque. On attend des invités. 43. On va juste vous faire voir quelques films. Comme si on m'emmenait au ciné. Les chroniqueurs du Studio 43 présentent Mon inséparable, un film d'Anne-Sophie Bailly. Tu l'as revu, non? Tu vas le revoir. Oui, après. Mon inséparable explore ce qui nous unit et ce qui nous bouscule. Au cœur de cette histoire, Joël et Mona, un fils et sa mère, tentent de réinventer leur relation face à l'inattendu. Ce sont des corps et des visages que l'on voit peu, mais qui ici prennent toute leur place grâce à la caméra d'Anne-Sophie Bailly. Dans cet entretien, la réalisatrice revient sur ce désir de filmer l'invisible, de raconter sans trop dire, tandis que Charles Peccia-Galetto partage la profondeur de son rôle. Ce podcast de film est porté par les Chroniqueurs, un groupe de jeunes passionnés qui regardent, analysent et partagent leur amour du cinéma. Souvent, j'ai l'impression de jouer avec eux. Le rapport, c'est vrai, d'actrice à acteur permet de partager quelque chose qui est de l'ordre de l'intuition, l'impulsion, le corps, parce qu'en fait, le jeu, c'est essentiellement du corps, et la voix, c'est du corps aussi, et c'est... Le cinéma, c'est aussi une affaire de dans quel espace on est et à qui on s'adresse, et des choses très simples qui sont communes au théâtre. Mais en tout cas, j'ai vraiment souvent l'impression de jouer avec eux. Et ça m'est arrivé, d'ailleurs, de faire des choses très bizarres sur le plateau et d'être bouleversée en leur parlant et tout ça. C'est arrivé parce que je traverse les scènes avec eux. Et je sais pas si t'as quelque chose à rajouter, Charles. Moi, j'ai envie de dire qu'on a été bien dirigés parce que Anne-Sophie savait à peu près ce qu'elle voulait. Je dis à peu près parce qu'il y a toujours la part de liberté des acteurs. On ne sait pas exactement à 100% ce que ça va être parce que c'est pas une programmeuse comme sur un ordinateur. C'est être avec des gens vivants. Il faut faire confiance à l'autre. Anne-Sophie doit nous faire confiance, je dois faire confiance à Anne-Sophie. On essaye de se donner le maximum de liberté possible sans faire de contresens. Elle comprend à travers quoi on passe quand on est comédien. Ça peut pas marcher comme ça, il y a un peu plus de temps et il y a des réalisateurs qui sont très sur la technique et qui croient que ça arrive comme ça, mais non. Donc c'est bien d'avoir une réalisatrice qui comprend ça. Bon, t'as froid là. Non, Tu veux pas aller te sécher? non, je m'entraîne pour l'île de cristal. Alors, l'Antarctique, c'est pour les scientifiques ou les naturalistes? Est-ce que t'es scientifique? Non, Est-ce que t'es naturaliste? je sais pas. Non plus. Alors, donne-moi une raison valable pour que t'ailles dans le pôle sud. Qu'est-ce que t'en sais, de toute façon? Comment tu ferais d'abord? Je me débrouillerai, tout seul. Ouais. Je te manquerai pas? Un petit peu. En fait, j'avais envie qu'il y ait quelque chose qui soit extrêmement sensoriel au début et qui soit cassé par quelque chose par la drôlerie et l'inattendu de Joël. Et c'est vrai que cette idée est venue parce que je pouvais les voir en mouvement, dans un mouvement particulier qui rappelle le bain amniotique aussi, où on a voilà, tout ce rapport au liquide, à la bulle, etc. Et dans le même temps, à partir du moment où il arrive à la surface, il nous étonne. Moi, l'image que j'ai avec Laure, c'est de vraiment creuser.
creuser. En plus, c'est une actrice qui est extrêmement généreuse. Donc, en choisissant des caps ensemble, on peut la faire aller extrêmement loin. Charles, il a une formation. Dans le même temps, c'est son premier grand rôle. Donc, il y avait des choses à tricoter ensemble, des choses à détricoter ensemble. Des habitudes qu'on peut prendre quand on est jeune comédien, qu'il faut un peu laisser tomber, des petits automatismes. Ça arrive vite, ça s'attrape vite, les automatismes. Et par ailleurs, il y a plein de gens en fait dans le film qui sont pas nécessairement des comédiens professionnels. Donc il y a les moniteurs des AD, c'est des vrais moniteurs des AD, etc. Et ce que j'aime, moi, c'est qu'ils perturbent les acteurs, ils perturbent leur rythme. Les acteurs doivent aussi impulser du rythme à un autre endroit et ça crée, je trouve, des aspérités qui sont très belles. Donc c'était vraiment un travail de ça, de comment on travaille des énergies authentiques, même si ça veut rien dire, un bon acteur, il est authentique. Hein, mais en fait, moi, je trouve que c'est tous des très bons acteurs. C'est juste plus ou moins aguerris. Mais dans les faits, quand j'ai rencontré les uns les autres, la base du jeu, c'est-à-dire croire à 100% à une situation, elle était là. C'est plus facile pour quelqu'un qui a jamais joué, quand c'est dans son milieu, quand c'est une situation qu'il connaît déjà, qu'il a déjà vécue, ou dans laquelle il peut se projeter facilement. Mais en fait, tous, ils ont joué de la même façon. La question, c'était plutôt comment les orienter les uns par rapport aux autres. Non, moi, ce que j'aurais à dire, c'est que Julie aussi m'a impressionné parce qu'elle était d'une intensité, d'une justesse folle, je trouvais. C'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Et je trouve que j'ai été bien dirigé parce que je suis nommé aux révélations des Césars. Ça, j'essaie de le caser un peu tout le temps quand même parce que je suis fier. Mais donc je trouve que Anne-Sophie a bien réussi son travail. Peut-être qu'il y a le ghost derrière elle de Cassavetes. J'adorerais. Je ne sais pas, mais on a la nouvelle Cassavetes avec nous. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Ouh là 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 là. Quand j'étais en ESAT, j'ai rencontré donc plein de gens. Donc l'ESAT, c'est un environnement de travail protégé dans lequel des personnes qui sont donc fléchées par un organisme qui s'appelle la MDPH, c'est un organisme départemental qui décide que certaines personnes sont aptes au travail, mais dans un cadre protégé. Donc les gens qui travaillent dans ces ESAT, c'est des gens qui ont des handicaps qui leur permettent de travailler. Pour y avoir passé beaucoup de temps, il y a beaucoup de nos concitoyens qui sont dans les ESAT et qu'on pourrait totalement intégrer avec des petits efforts à notre milieu dit ordinaire, hein, vraiment. C'est juste que ça demande de l'adaptation et que malheureusement on n'en a pas pour l'instant. Donc oui, quand j'étais en ESAT, j'ai remarqué plein de gens qui avaient plus ou moins mon âge, des Gilles, des Jean-Marc, des Hélène, j'essaie de me rappeler, mais en tout cas, pas mal de prénoms, donc je me disais, ah c'est marrant, c'est quand même un peu la génération d'avant. Et ça m'a frappée. Au départ, c'était juste un constat. Et puis, c'est vrai que tout ce moment que j'ai passé en ESAT, je l'ai accompagné évidemment de lectures qui sont un peu plus théoriques et tout ça. Et j'avais notamment lu que certains obstétriciens avaient été surpris de constater que souvent les parents changeaient de prénom. L'enfant, c'est toujours une projection narcissique, plus ou moins consciente, c'est-à-dire que dans nos enfants, on voudrait la version de nous en mieux. Et quand il y a un enfant qui naît et qui n'est pas comme les autres, cette projection, elle est rendue plus difficile. Et cet enfant, quelque part, il n'est pas l'enfant parfait rêvé, tout de suite. Les parents arrivent avec un événement qui fait que leur enfant n'est pas exactement l'enfant rêvé. Et je trouve ça terrible parce que déjà, c'est impossible d'être à la hauteur de l'enfant rêvé de nos parents. Mais alors, pour quelqu'un qui naît avec une spécificité, je trouvais que le fardeau était lourd, quoi. Et j'avais un peu envie de rendre compte de façon très discrète, mais de rendre compte de ça dans le prénom de Joël. Remonte par là. Remonte. Viens. Viens, toi. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Il y a des malades qui ont balancé des cadavres ici, vraiment, c'est sûr. Bah, ça leur fera un peu de compagnie.
Pour ce plan-là précisément, je pense qu'il y a 2 raisons qui font qui touchent, quoi. Il y a l'image, c'est vrai, parce que un plan n'existe qu'avec le plan d'avant, et le plan d'avant, c'est elle au téléphone, on est proche d'elle, on est dans une émotion très forte et tout, et à un moment, on casse et on ouvre, quoi. Et je pense que l'autre chose qui fait que ce plan prend une dimension particulière, c'est qu'on s'est pris 10 minutes de musique à balles dans les oreilles, et qu'à un moment, plus rien. Et c'est pour ça que je crois que ce plan ouvre autant. Parfois, il y a des choses qui se passent bien de façon inespérée, parce que... Donc, moi, je voulais qu'elle saute dans un canal, aussi, parce que c'est quelque chose que j'ai fait quand j'étais très joyeuse. Et donc, je sais pas, ça c'est autobiographique. Et donc, j'avais très envie qu'elle saute dans ce canal. Fallait faire attention à la qualité de l'eau. On trouvait pas. On trouvait des endroits très beaux, mais où la qualité de l'eau faisait que c'était pas possible de mettre une actrice là-dedans. Et donc, on l'a tournée à la base d'Aviron à Gravelines. Et j'avais peur, et je trouve que ça marche très bien. Il y a de l'éclairage. C'est quand même très recomposé par l'équipe Electro. C'est-à-dire qu'ils ont fait des faux lampadaires. On n'est pas un budget dingue, donc j'avais un peu peur, et je trouve que ça marche. On a trouvé ce décor très tard, mais ils ont su rebondir très 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 bien. Pas ici. Mais où alors? S'il y a quelqu'un, on s'en fiche. On a travaillé avec une coordinatrice d'intimité. Pour moi, c'est vraiment un soutien à la mise en scène. En fait, ça permet que je ne sois pas la seule personne à parler aux acteurs de leur intimité. Donc, si, en fait, ils ont quelque chose à dire qu'ils n'oseraient pas nécessairement me dire, ils ont une tierce personne à qui ils peuvent en parler, avec qui ils peuvent échanger. Et en fait, ça fait un tampon. Qu'on le veuille ou non, il y a un rapport de pouvoir, malheureusement ou heureusement, entre le metteur en scène et l'acteur. Il est complexe, hein. C'est pas uniquement moi qui ai du pouvoir sur Charles, hein. Charles, il me renvoie du pouvoir. Je veux dire, si vraiment il veut pas, il y a pas de film, hein. Donc c'est aussi... Mais je veux dire, on a du pouvoir l'un sur l'autre. Donc la question, c'est comment on le jauge concrètement. Qu'est-ce qu'on met en place pour que on arrive à ce que je veux raconter sans malmener les autres. Donc pour ça, Monia, la coordinatrice d'intimité, elle a été super. J'ai eu des discussions qui étaient hyper drôles, mais qu'il faut avoir sur tu préfères une coque, tu préfères un truc mou, dans quoi on met quoi. Et ben en fait, tout le monde est beaucoup plus à l'aise une fois que ça a été abordé, que tout le monde est au courant de ce qui se passe, doublure ou pas, quand est-ce que je peux la demander, est-ce que je peux regarder les images, etc. Et puis après, c'est aussi une affaire d'interprète, et je pense que Charles, il en parlera mieux que moi, mais c'est vrai que tous, ils ont eu à s'apprivoiser différemment en termes de toucher. Avec Laure, ça a été assez immédiat et assez simple. Avec Julie, qui a une grande sensibilité au toucher, ça a été beaucoup plus progressif, et avec l'aide de Monia. En fait, la question, c'est plutôt, c'est comment on arrive à créer les conditions d'un travail très sensible, parce qu'en plus, c'est tout petit, mais par contre, si ça marche pas, ça se voit vraiment. Donc, à créer les conditions de ce travail-là, sans que personne soit malmené. L'idée, c'est de ne pas gêner ses camarades d'acteurs ou actrices et d'être dans un environnement sain. En plus, avec toute l'histoire de MeToo et tout, ça souligne le fait que les actrices, mais aussi les acteurs, sont parfois dans des situations pas très agréables. Et nous, en tant qu'acteurs et actrices, on a peur, un peu comme
tout le monde de se faire... Enfin, s'il y a quelque chose qu'on veut pas faire, qu'on ne veuille pas travailler avec nous après, donc on a un peu de la trouille. Mais je pense que c'est un peu pareil dans tous les métiers, mais dans le nôtre, ça se voit encore plus parce qu'on est sous le feu des projecteurs et donc voilà. Mais il faut que ce soit partout comme ça. Il n'y a pas que le petit monde du cinéma qui doit changer, la société en général doit changer, le regard qu'on porte sur les gens doit changer. Il y a beaucoup de regards manquants sur la sexualité et la sensualité. Je veux dire, on a quand même eu un regard essentiellement masculin jusque-là au cinéma, même s'il y a évidemment des contre-exemples plus ou moins bien d'ailleurs. Je voudrais pas que ça confisque le regard et que ça empêche de fabriquer de nouvelles façons de regarder la sexualité. Je pense qu'au contraire, c'est une opportunité pour nous de regarder la sexualité autrement et peut-être de montrer d'autres sexualités. La sexualité telle qu'elle est montrée dans le film, elle n'est pas complètement... Elle est hétérosexuelle pourtant, mais elle ne ressemble pas tout à fait à ce qu'on voit nécessairement en termes de description de la sexualité hétérosexuelle, quoi. Et puis, j'ai été choisi. J'ai été choisi. Donc, à partir de ce moment-là, quand quelqu'un te donne sa confiance, c'est agréable, quoi. C'était un coup de foudre artistique, donc quand on se sent aimé, on a confiance en soi et on y va, quoi. En plus, c'est mon premier gros rôle, donc savoir que quelqu'un veut bien de moi, c'est doux. Ils ont des besoins spécifiques, mais en fait, ça demande juste un petit peu d'adaptation. C'est vraiment pas très compliqué, quoi. Mais ça demande d'être à l'écoute ensemble et de regarder un peu différemment l'autre, quoi. Mais c'est aussi une question de cinéma, c'est ça qui est beau. Ça rejoint tout ce qu'on se dit. C'était le tout premier podcast du Studio 43. Un podcast co-animé par certains membres de notre collectif Les Chroniqueurs, Juliette, Pierre, Lison, Louis, Miller, Léo et Achille présents aujourd'hui avec nous. Un grand merci à Anne-Sophie et Charles pour leur disponibilité. Remerciements particuliers à Nolwenn du studio de podcast Narration pour son suivi éditorial et à Hervé, notre responsable projectionniste, à la technique pour l'enregistrement d'aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous dans un prochain épisode avec la même envie de questionner celles et ceux qui font les films et partager notre passion du cinéma. Merci pour votre écoute et à bientôt.